Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc Christophe, qui revient de Gaza, il vient de me le confirmer. Il vous en dira peut-être un petit mot. En dépit de ses nombreuses actions sur place, Christophe a aussi le temps d'écrire. Il va nous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui vient de sortir, Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens dans la Cour pénale internationale, et son autre livre qui s'appelle Quelle est la blancheur de vos blancs, quelle est la noirceur de vos noirs, que malheureusement je n'ai plus car l'éditeur nous a fait un peu faux bon, on avait donc très peu. Et vous pourrez éventuellement trouver à la librairie son ouvrage précédent, La vallée des fleurs, et également un livre qu'il a préfacé qui est très intéressant, qui s'appelle Journaux de prisonniers de Norma Hassim, qui est un livre qui recense les journaux écrits en prison, notamment par les gens qui ont été libérés, qui se retrouvent maintenant à Gaza. Voilà, donc Christophe va nous parler de tout ça. Alors j'en viens au travail de cet été. Cet été, je devais aller à Gaza avec Christophe de Nantes et puis nos amis, comme d'habitude, au début du mois de juillet, c'est la période qu'on choisit, c'était la période du Ramadan. Et donc nos amis de Gaza ont dit pour se faire opérer, il vaut mieux venir plus tôt. Donc on avait décalé pour venir à la fin du mois de juin. Et donc on était là-bas au moment notamment où il y a l'assassinat des 3 jeunes colons. Et dès que l'événement a été connu, vous savez que le jour même, les dirigeants israéliens ont dit c'est le Hamas, c'est le Hamas. Et toute la bande de Gaza était donc au courant et nous le disait que la guerre allait éclater. Et ils commençaient déjà à faire des stocks de médicaments, à interrompre les interventions programmées. C'est devenu une véritable marotte là-bas. À chaque fois qu'on se prépare à une guerre, eh bien, on diffère les interventions non urgentes. Donc ça a été l'occasion cet été d'un dialogue très ininterrompu entre trois parties, si vous voulez. Entre Gilles Devers, l'avocat bien connu, qui connaît déjà parfaitement toutes ces procédures, qui est vraiment spécialisé dans ce droit international, qui est quelqu'un d'optimiste, qui ne se décourage pas, et très très accro. Et puis Gilles me disait, bah, écoute, moi je peux préparer en 24 heures, même moins, je peux préparer en une après-midi une plainte à la Cour pénale internationale, mais il faut qu'on ait des personnes qui se plaignent, il faut qu'on ait des mandats. Et donc, on a réfléchi ensemble et je me dis quel mandat peut-on obtenir. Gilles Devers me disait il faudrait qu'on ait un mandat de Ramallah, ça serait formidable. Je dis, tu sais, il y a bien peu de chance. Ramallah, ils sont en train d'observer ce qui se passe, pour certains avec une certaine satisfaction, éliminer l'adversaire politique. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut se tourner. Et puis, il m'est venu à l'esprit que lors de mon voyage de juin, on m'avait dit il y a 4 ministres du gouvernement de coalition qui sont de Gaza. J'en avais rencontré 2 d'ailleurs, j'avais discuté longuement avec 2 d'entre eux. Et je me suis dit, mais voilà, il y a le ministre de la Justice, il est de Gaza, il est actuellement sous les bombes, peut-être qu'il sera sensibilisé à la chose, on peut l'espérer, et peut-être que lui pourrait être un très bon mandat auprès de la Cour pénale internationale. Et alors j'ai utilisé mes contacts, ce qui n'est pas très évident, puisque depuis fin juin, les dirigeants du Hamas étaient dans l'anonymat, n'étaient pas joignables, ils sont ciblés, vous savez que ce sont des personnes qui, souvent leur famille a été décimée à la suite d'attentats successifs pour essayer de les éliminer, ils sont toujours là, donc ce sont des gens très puissants, il n'est pas question de les avoir au téléphone. Par contre, j'ai trouvé des intermédiaires qui pouvaient les contacter, et contacter notamment le ministre de la Justice, qui d'ailleurs, je l'ai vu ces jours-ci à Gaza, il m'a dit qu'il a passé les 51 jours de la guerre dans sa maison à Khan Younis. Il n'a pas pu avoir accès une seule fois à son bureau. Les ministères, pour un certain nombre, ont été complètement détruits. Il y a une annexe du ministère de l'Intérieur qui a été rasée. Et la semaine dernière, Salim Al-Sakam a sorti son attaché-case avec un sourire. Et il m'a montré ses tampons. Il m'a dit, je ne me déplace jamais sans du papier à lettres du ministère de la Justice et des tampons. Et c'est grâce à ça qu'il a pu, depuis Khan Younis, recevoir le texte de la plainte que Gilles Devers avait rédigé avec ses collaborateurs et signé, tamponné sur un papier en tête du ministère de la Justice, de l'autorité palestinienne. Donc une plainte qui a été déposée en bonne et due forme auprès de la Cour pénale internationale. Alors, l'objectif de ce bouquin, comme le précédent,
c'est de faire de la pédagogie. Parce que tout au cours de l'été, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, etc., eh bien, était soit partial, soit très incomplet, soit inexact, soit franchement inexact sur le plan juridique. Et même j'ai assisté à des débats organisés sur Al Jazeera entre différents protagonistes palestiniens, juristes. Et là, on voyait que personne n'était au point sur la saisine de la Cour pénale internationale et sur la possibilité de l'utiliser. Alors, bien entendu, je ne suis pas juriste et ce livre est un travail de collaboration. Gilles Devers, bien entendu, en tant que juriste, ne pouvait pas apparaître dans les auteurs pour des raisons évidentes. Donc, je suis un peu son porte-flingue dans ce truc. Mais en tout cas, tout ça a été vu et revu. Et c'est l'occasion. Gilles Devers est un pédagogue formidable. J'ai encore passé 1 heure avec lui tout à l'heure, avec des projets juridiques. À chaque fois, il explique d'une manière très très claire. Donc je me suis dit, si je suis capable de comprendre ce qu'il me dit, ça vaut la peine que je l'écrive noir sur blanc, de façon que chacun puisse avoir un argumentaire sur ces modes de saisine de la Cour pénale internationale, ses avantages et ses défauts. Parce que dans ce domaine, eh bien, on entend énormément de gens dire, à juste titre, la Cour pénale internationale, c'est une instance qui dépend de l'ONU, ils sont complètement dépendants, ce sont des politiques, depuis 10 ans qu'ils existent, 12 ans, ils n'ont jamais attaqué que des pays africains, c'est des racistes, etc. Donc tout ça est vrai. Mais ce qu'il faut voir, c'est quels sont les statuts, quels sont les moyens de saisir la Cour. Si personne ne la saisit, il ne se passe rien, c'est évident. Et surtout, il faut être capable d'argumenter ceux qui pervertissent un petit peu l'objectif de la Cour pénale internationale. Alors, ça a été l'occasion pour moi de me plonger là-dedans, de me plonger également dans les textes de tous ceux, y compris juristes, et notamment des juristes anglo-saxons, qui ont incendié la Cour pénale internationale avec de très bons arguments factuels, parce que c'est vrai que cette Cour pénale internationale, jusqu'aujourd'hui, a fonctionné d'une manière tout à fait anormale. Et plutôt que d'essayer de la jeter en disant « il faut la supprimer », oui, etc., il faut voir comment elle a été utilisée, quels sont les statuts. Le statut de Rome, en fait, a été élaboré dans un temps très court, en 1 mois de temps, par des juristes, et au fond, qui ont fait un texte qui est pas mal du tout sur le plan juridique. Donc c'est ça que j'explique un petit peu dans une partie du bouquin. Le problème, c'est que les règles du statut de la Cour pénale internationale ne sont pas appliquées. Pour vous donner un exemple, eh bien, les juges qui siègent à la Cour pénale doivent avoir une expérience d'une Cour pénale dans leur propre pays. C'est écrit dans les statuts. Or, vous apercevez que la quasi-totalité n'ont aucune expérience d'une Cour pénale dans leur propre pays. Les juges, vous pensez que c'était évident, doivent avoir une expérience juridique. Il y a un certain nombre de juges à la Cour pénale internationale qui n'ont aucune expérience juridique. Alors, tout ça fait qu'il y a énormément de couacs. On en a vu un d'ailleurs ces jours-ci, c'est tout à fait récent. Il y a eu une poursuite contre le président du Kenya et qui a été abandonnée ces jours-ci par la procureure Fatou Bensouda pour des raisons juridiques, tout simplement parce que le dossier n'était pas bouclé. C'était absolument intenable devant une cour, ça ne passerait pas. Et plutôt que de se ridiculiser, elle a préféré abandonner. Je ne la justifie pas, si vous voulez, mais cette cour fonctionne très mal, déjà pour des problèmes de compétences. Alors, on peut citer beaucoup d'autres arguments contre la Cour. Le premier procureur était un vendu, incapable. Il est spécifié que le procureur doit parler anglais, que les juges doivent parler anglais. Le procureur Ocampo ne parlait même pas anglais. Je ne sais pas si vous voyez. Il a voulu être président de la République. C'était un DSK, un sex addict. Et on m'a dit dans certaines chancelleries bien informées que quand il levait le nez et qui menaçait de s'attaquer à tel ou tel, on dit, vous savez, on a un dossier sur vous, et il y a un vrai dossier juridique, il a été condamné, etc. Donc c'était une personnalité absolument catastrophique qui ne correspond absolument pas aux critères éthiques et professionnels qui sont mentionnés noir sur blanc dans le statut de la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup d'autres exemples, on pourrait les accumuler, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qu'il y a de positif dans cette Cour pénale. D'abord, cette Cour pénale, c'est une cour qui est permanente et qui existe.
Avant, il y a eu un certain nombre de tribunaux pour des durées limitées. Là, il y a une décision qui a été prise à une très grande majorité au niveau de l'Assemblée des Nations Unies pour qu'il y ait un tribunal permanent. Ça semble un progrès. Deuxièmement, c'est un outil qui est très puissant sur le plan, qui a une potentialité formidable. Il y a 700 employés permanents ou temporaires, 120 millions de dollars de budget annuel, donc il y a quand même quelques possibilités de faire des investigations. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, par exemple, que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou que les comités des droits de l'homme de l'ONU qui sont un petit peu la Cour des comptes, quoi. Ils font un rapport et puis après on en fait ce qu'on veut. Ça, il n'y a rien de contraignant. Là, c'est quelque chose qui est contraignant, ce qui peut aboutir à des jugements, et surtout, ce sont des jugements contre des personnes et non pas contre les États. Alors, vous savez, les petits dictateurs, à gauche ou à droite, ils ont très peur pour leur personne. Si c'est leur État qui est condamné, bon, c'est autre chose. Donc là, c'est beaucoup plus pertinent. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants israéliens ont peur de deux choses. Ils ont peur de la Cour pénale internationale, et ils l'ont montré, ils ont peur de la démographie. C'est les deux choses. Pour le reste, ils gèrent. Avec la violence, la guerre, la puissance militaire, les appuis diplomatiques, ils pensent qu'ils sont tranquilles pour 100 ans. Mais la Cour pénale, la démographie, ce n'est pas pour 100 ans. Donc c'est un instrument qui a une certaine puissance, mais beaucoup d'incompétence, et surtout le mode de nomination des juges, et surtout de l'Assemblée des pays partis où chaque État envoie un représentant, ils sont désignés par les États. Alors imaginez qu'en France, les juges soient désignés par le président de la République, on crierait en scandale. Alors évidemment, c'est un défaut, je dirais, congénital, mais si on observe les choses avec un œil un peu plus positif, eh bien finalement, aujourd'hui, il y a 120 États qui ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'il y a 120 représentants à l'Assemblée des États partis qui se réunissent 2 fois par an, etc., qui nomment les juges, etc. Donc c'est la base un petit peu. Ces 120 États, petit à petit, il y en a d'autres qui s'inscrivent, qui signent. Donc ils représentent un petit peu le pendant de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies, on sait qu'elle fonctionne très mal puisqu'elle n'a aucun pouvoir coercitif. Tout se décide en dehors au Conseil de sécurité. Mais si on pose une question à l'Assemblée générale des Nations unies concernant le conflit israélo-palestinien, bien entendu, l'immense majorité des États sont en faveur des Palestiniens. Les 3/4 des États de l'Assemblée des Nations unies étaient des pays colonisés il y a encore 50 ou 60 ans. Donc leur sentiment anticolonialiste est toujours présent, même si les représentants sont nommés par les dirigeants. Donc cette Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale, elle n'a pas l'équivalent du Conseil de sécurité. Elle est indépendante. D'autrement dit, eh bien, petit à petit, l'opinion, le travail de l'opinion, la nomination des juges va aboutir finalement, parce que les États ont un certain nombre de juges en proportion. Donc on voit petit à petit un contre-pouvoir s'installer au Conseil de sécurité à l'intérieur justement de la Cour pénale internationale. Donc c'est un outil que l'on va saisir de plus en plus, et on peut observer par exemple qu'aujourd'hui il y a une pression très importante sur Mahmoud Abbas dans tous les sens, mais notamment pour adhérer au statut de la Cour pénale internationale. C'est pas inintéressant. L'une des pressions qui est sur Mahmoud Abbas vient de l'OCI, de l'Organisation de la Conférence islamique, c'est-à-dire des 57 pays musulmans. Et on s'aperçoit que sur ces 57 pays musulmans, jusqu'à présent, les 2/3 n'ont pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale. Donc c'est assez paradoxal de voir que l'OCI demande à Abbas d'adhérer, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore montré l'exemple. Donc ça veut dire aussi que peut-être au niveau de l'OCI, il y a un mouvement qui se dessine. Et donc, 60 pays en 2002, 120 pays aujourd'hui. Dans les années qui viennent, il va y avoir encore davantage de pays qui vont adhérer. Et on peut penser véritablement qu'une certaine autorité va se dégager de cette Cour pénale internationale qui va devenir un sorte de contre-pouvoir au Conseil de sécurité. Alors ça, c'est pour le fonctionnement interne. Et sur le mode de saisine, alors ça c'est vraiment très très important de le savoir,
eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir adhéré au statut de Rome pour pouvoir saisir la Cour pénale internationale, et il n'est pas nécessaire d'avoir adhéré pour pouvoir être accusé devant la Cour pénale internationale. Vous voyez, ça a évidemment été prévu dans les statuts des juristes qui ont fait le texte. On ne demande pas à un assassin de reconnaître la légitimité du tribunal qui va le juger, ça a été prévu. Autrement dit, Mahmoud Abbas peut parfaitement signer qu'il adhère à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, dans les statuts, dans la Constitution, dans les lois constitutionnelles palestiniennes, c'est particulièrement facile, puisque c'est lui qui signe et ratifie. C'est-à-dire, vous savez, la signature, c'est-à-dire on s'engage à, puis ratifier, ça veut dire qu'on va adapter le droit de notre pays. Parfois, on va faire une réforme constitutionnelle, parce que si. Donc, il y a toujours un décalage entre les deux, il faut qu'il y ait les deux, signature, ratification. Dans le statut, dans la loi palestinienne, Mahmoud Abbas signe et ratifie le même jour. Vous voyez, donc il ne peut pas dire que c'est compliqué. Et puis après, il faudrait qu'il porte plainte. Vous voyez, bon. Alors nous, on a utilisé plutôt Salim al-Saka, par le biais de Gilles Devers, a utilisé une autre mode de saisine, qui est l'article 12.3, et qui a été prévu, bien entendu. Quand l'objectif, la finalité de la Cour pénale internationale, c'est de venir en aide aux populations victimes de crimes de guerre, des crimes les plus graves, des populations massacrées. Et donc, dans un certain nombre de cas, il y a des massacres de populations civiles dans des pays qui sont complètement démantelés, qui n'ont plus aucune autonomie, aucune souveraineté. C'est un peu le cas de la Palestine aujourd'hui. Quelle est la souveraineté de l'autorité palestinienne aujourd'hui? La Palestine, c'est très réduit à pas grand-chose. Et donc, il est prévu qu'une autorité du pays, et là, ça peut être assez large, ça peut être un procureur, c'est pour ça qu'on a demandé au procureur général de Gaza, Samir Jaber, le ministre de la Justice, alors là c'était absolument parfait, il était de Gaza, il était en même temps ministre de l'autorité palestinienne, du gouvernement de coalition, enfin d'un État qui a été reconnu, que demander de plus? Alors le coup d'arnaque, ou de Jarnac, je ne sais plus comment... Jarnac, le coup de Jarnac est venu, vous l'avez su, c'est-à-dire que, eh bien, dès que la plainte a été déposée au niveau de la Cour pénale, le 25 juillet, donc c'était quand même au début de la guerre, relativement, dans la première moitié en tout cas, quelques jours après, Mahmoud Abbas a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Al-Maliki. Là, Fatou Bensouda a dit, écoutez, la plainte que j'ai reçue il y a 8 jours, même pas, qui est sur mon bureau, est-ce qu'elle émane de l'autorité palestinienne? Et Al-Maliki a dit non. Al-Maliki a dit non. Et c'est ce qui a été déclaré et écrit par Fatou Bensouda et par le procureur adjoint qui s'appelle Stewart, qui est un Canadien. Voilà. Donc, évidemment, vous y mettez à la place, même si on n'est pas d'accord, mettez-vous à la place de Madame Bensouda. Elle reçoit une plainte d'un ministre de la Justice et le président de la République, en gros, et son ministre des Affaires étrangères disent que ça ne joue pas. Donc c'était assez facile de bloquer les choses. Mais ce blocage, et c'est ça aussi un point très important, ce n'est qu'un blocage, ça ne veut pas dire que c'est annulé, c'est vrai que c'est bloqué. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Bon, donc la guerre a continué. Si la Cour pénale avait transmis, si Mme Bensouda avait transmis à la chambre préliminaire le dossier, là, ça aurait eu une autre allure, parce qu'à ce moment-là, on aurait convoqué les deux parties pour s'expliquer, et il ne fait aucun doute, et d'ailleurs, ça a été dit, il ne fait aucun doute qu'à ce moment-là, le dossier aurait été transmis de la chambre préliminaire au tribunal. Madame Bensouda, c'est une procureure, c'est une politique, c'est une nomination politique, elle n'a pas de compte à rendre, et notamment juridique. Par contre, dès lors que ça franchit l'étape suivante, chez les juges, à ce moment-là, il y a des comptes à rendre, il y a du droit, etc. Autrement dit, c'est un verrou que l'on peut faire sauter et qui n'est pas fermé de façon définitive. Et d'ailleurs, la procureure a été très attaquée après dans la presse, notamment la presse anglo-saxonne, et signe quand même intéressant, elle a reçu les journalistes, elle s'en est expliquée, elle a montré un petit peu les dents en disant, écoutez, c'est pas moi, s'ils ne veulent pas adhérer, c'est leur problème. Donc elle avait des arguments pour expliquer un petit peu son attitude. Alors, depuis, il y a eu d'autres affaires. Il y a eu l'affaire du Mavi Marmara. Vous savez que la plainte a été rejetée. Alors, c'est vrai que l'argumentaire de la procureure était... On ne pouvait pas la suivre. Elle a dit, finalement, c'est un crime de guerre, mais il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Il n'y en a eu que 9, quoi. Bon.
Donc tout ça est très décevant. Mais si on gratte un petit peu les choses, on dit mais au fond, qui avait porté plainte? Les Comores. Est-ce que vous croyez vraiment que les Comores, c'était vraiment aux Comores de s'occuper des 9 ressortissants turcs assassinés dans les eaux internationales? Est-ce que ce n'était pas à la Turquie de s'en occuper? Et là, on s'aperçoit que la Turquie, comme par hasard, n'a pas adhéré à la Cour. Et à ce moment-là, on regarde la Turquie et on dit mais dites donc, faites le ménage dans votre jardin. Voilà, en tout cas, ce que j'apprends régulièrement avec Gilles Devers, c'est que toutes ces procédures doivent être utilisées. Et même dans des actions qui se soldent par un échec, il y a des attendus, il y a des éléments qui vont servir la jurisprudence, qui vont construire la jurisprudence et qui font que cet outil sera de plus en plus efficace. Le simple fait qu'on en parle, que la procureure soit sous le feu des médias, qu'elle soit mise en difficulté, tout ça c'est quelque chose d'important. Et il y a d'autres actions qui sont en préparation dans cette direction. Voilà, donc moi je vous engage à lire ce livre pour avoir l'argumentaire. Hein. J'ai repris depuis 2002, date de la création de la Cour pénale, les événements de Gaza, en gros, si vous voulez, et j'ai essayé de voir le juridique et le factuel sur le plan des crimes de guerre. Je reprends aussi une anecdote qui était j'ai un certificat de médecine humanitaire à Gaza que les étudiants m'ont demandé. Dedans, il y a un cours de droit humanitaire et j'ai eu l'impudence de poser une question d'examen sur un cas réel de massacre à Gaza et je demandais aux étudiants de qualifier crimes de guerre, etc., qualifier juridiquement, bien entendu. Donc c'est à travers tous ces petits épisodes depuis 2002 que j'introduis un certain nombre de notions qui font qu'à mon avis, vous devriez être au point sur la CPI demain ou après-demain. ما يبقى فيها تخمام لما نفسر ما